La boussole, c'est quoi? C'est la science aussi au cœur des enjeux de AXA Climate pour les entreprises, en tout cas. Et pour en parler, j'accueille Antoine Denoy dans l'ordre, CEO AXA Climate, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Je vais entoiner cette discussion pour 10 minutes. Grosse pression sur le timing, je pense qu'on va y arriver. Donc là, la mission qu'on a et la mission que j'ai devant vous là, avant le déjeuner, c'est de vous parler de science. Alors je parle à des experts, mais la mission qui est la mienne aujourd'hui, c'est de vous convaincre évidemment qu'il faut faire rentrer la science dans les entreprises et que c'est à cette condition-là qu'on réussira nos transitions environnementales dans les différentes entreprises qui sont les nôtres. Alors pour vous réveiller, parce que le hub m'a dit qu'il fallait vous réveiller à ce niveau-là de la matinée, j'ai quelques questions à vous poser. Si le beeper veut bien marcher, on m'a dit, voilà, parfait, super. J'ai 3 questions à vous poser. Je sais que vous allez évidemment y répondre positivement et avec vérité, mais je vous l'ai dit quand même pour se mettre en appétit. Première question, si vous prenez l'eau potable, les réserves d'eau potable dans le monde, quel que soit le pays, le continent, donc au global, en moyenne, quelle part d'eau douce est utilisée pour l'agriculture? Alors est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse qui voudrait prendre la parole? 70%. Donc je parle en effet à un public d'experts. Ce chiffre est toujours très surprenant pour beaucoup d'autres collaborateurs des entreprises qu'on accompagne chez AXA Climate. Et c'est en effet 70%. Et ça, c'est une réalité scientifique extrêmement importante, évidemment, vous l'imaginez, parce que lié au réchauffement climatique, il y a des zones entières dans le monde qui vont être soumises à un stress hydrique très important, très prononcé, et pas uniquement dans le bassin méditerranéen. Et donc il va y avoir des arbitrages collectifs à prendre entre, évidemment, l'eau potable nécessaire pour ces populations, les industries qui consomment de l'eau, il y en a encore beaucoup, et évidemment l'agriculture qui doit nourrir de plus en plus de personnes. Vous connaissez le sujet, vous connaissez le challenge. La deuxième question, elle est aussi très très facile. Elle tourne autour d'une autre ressource naturelle qui est la plus consommée après l'eau à l'échelle globale. Alors est-ce que c'est le pétrole, le sable ou le gaz? Le sable. C'est en effet le sable. Alors pourquoi c'est intéressant le sable? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que si on s'adresse aux communs, aux quidam, ceux qui n'est pas forcément experts en sciences, il peut y avoir un biais qui vise à dire qu'il y a beaucoup de sable sur Terre, parce que quand on se balade au Moyen-Orient, quand on se balade sur nos plages, sur nos littoraux, il y a du sable et on risque pas d'en manquer. Et en fait, on va en manquer, puisque malheureusement, le sable qui est utile aux habitations, pour construire notamment les bâtiments, en fait, il y a une qualité de sable qui est possible, il y en a une qui n'est pas possible, et malheureusement, même les gros buildings qui sont créés au Moyen-Orient, viennent puiser du sable qui n'est pas lié au désert, lié au sable dont on a l'habitude dans ces régions. Et malheureusement, ce sable, c'est le côté malheureux de la chose, en fait, il est extrait, alors je vais aller un peu vite, il est extrait notamment dans des endroits très dégradés en termes de climat et d'environnement, et notamment le fameux détroit du Mékong. Et vous vous rendez compte, et c'est ça ce que permet la science, c'est de comprendre aussi l'aspect systémique des choses. Plus on prend de sable, plus on joue sur les sédiments dans ces détroits, et donc plus la fameuse montée des eaux liée au réchauffement climatique va s'accentuer, et donc vous comprenez l'effet vicieux qu'il y a entre toutes ces dimensions. Et la troisième, qui est décidément la plus facile, les fameuses particules polluantes. Vous savez, quand on a une alerte pollution à Paris, notamment pour les voitures avec de la circulation alternée, et notamment celle de l'industrie, est-ce qu'elles freinent ou est-ce qu'elles accélèrent le réchauffement? Vous avez senti le piège. Elles freinent en effet. Et ça, c'est très important parce que ça montre qu'en effet, les choses sont complexes. Vous saviez que si on n'avait pas été extrêmement polluant depuis l'ère industrielle, en fait, on n'aurait pas un réchauffement de plus 1,1 degré, mais de plus 1,6 degré. Et donc, ça montre qu'on vit en effet dans un monde complexe où la lutte contre la pollution peut, paradoxalement, nous freiner dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et l'illustration de ça, c'est pas nouveau. La pollution, c'est évidemment humain, mais la nature a ses propres pollutions, si je puis dire. En 1991, l'éruption de ce mont Pinatubo a eu un effet refroidissant de moins 0,4 degrés pendant 2 longues années à cette époque. Pourquoi? Tout simplement parce que les particules, lorsqu'elles montent dans l'atmosphère, bloquent les rayons du soleil, et donc il y a moins d'entrée de chaleur, donc moins finalement d'intrants de chaleur dans ce fameux cycle d'effet de gaz que vous connaissez, d'effet de serre que vous connaissez bien. Tout ça pour dire que ces questions anodines, une partie de notre travail, notamment chez AXA Climate, c'est de les mettre en regard, les mettre dans les organisations et faire réagir aussi les décideurs, et pas que les décideurs, à tous les niveaux de l'entreprise, pour tester cette connaissance et ce savoir extra-financier. Et pourquoi elles sont importantes, ces questions? Pourquoi elles sont scientifiques? Puisque vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous êtes des experts depuis de longues années du développement durable, qu'on a basculé au tournant des années 2000 dans un développement durable dur, par rapport au développement durable souple dont nous avions probablement l'habitude depuis les années 80. Et ce développement durable dur, il nous oblige à faire quoi? À mettre en priorité ces contraintes physiques
par rapport aux décisions d'entreprise. Et donc ça nous oblige à ne pas vivre de l'interchangeable entre les capitaux, la technologie, la nature, mais c'est d'une façon simple, évidente pour les grandes entreprises, concevoir qu'il y a des limites planétaires et qu'il faut inscrire toute activité économique dans ces limites planétaires. Et vous n'êtes pas, évidemment, vous connaissez ces 9 limites physiques planétaires, explicitées, largement communiquées, notamment par le centre de Stockholm, maintenant largement dans le grand public et dans les organisations. Et donc la vraie révolution copernicienne pour les organisations, c'est évidemment de faire rentrer ces limites physiques dans les stratégies d'entreprise. J'ai maintenant 5 convictions pour vous. Elles sont relativement simples, mais il faut être simple sur ce sujet. La première, c'est que tout devient science et qu'au tout début, et peut-être de manière la plus prononcée pour les dirigeants des grandes entreprises, c'est la réglementation qui devient scientifique. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais vous le savez, mais la révolution copernicienne pour ces patrons de groupes du CAC 40 qui avaient l'habitude d'auditer leurs comptes à travers des flux financiers et qui vont devoir maintenant donner à Mazars et à tous ces grands cabinets, ces grands commissaires en compte, des données physiques. Et la vraie grande révolution pour ces organisations, c'est de devoir répondre de manière aussi précise d'une consommation d'eau. Qu'est-ce que ça consomme comme eau mon entreprise? Où est-ce qu'elle la consomme? Et pas uniquement dire « je suis un brasseur, je consomme de l'eau pour mes usines », mais c'est dire par rapport aux ressources en eau de la zone de ta brasserie, est-ce que ça tient ou pas? C'est cette fameuse conception dure du développement durable que vous connaissez. Et donc ce choc de réglementation, il nous oblige à un effort scientifique collectif majeur dont on n'a pas idée, probablement dans les grandes sphères et à Bruxelles, mais qui n'est pas encore du tout retombé, je pense que vous le savez, dans les entreprises à tous les niveaux, et notamment dans les fameuses directions financières et comptables. La deuxième petite révolution, c'est que la mesure d'impact, elle est scientifique. Donc là, sans rentrer dans les considérations de greenwashing, mais quand même en allant quand même avec vous sur ce sujet, le vrai enjeu pour nous, c'est fondamentalement d'avoir une mesure d'impact scientifique, et pour qu'elle soit scientifique, elle est locale. Et quand un fameux agriculteur nous dit « moi je change mes pratiques agricoles dans la Beauce en grande culture de blé et donc je conserve le carbone », ce n'est pas des méthodologies tombées du ciel qui vont permettre, avec des agrégats, de mesurer cette conservation carbone, c'est bien in fine une mesure, peut-être par satellite, peut-être in situ, qui va permettre de comprendre le sol dont on parle dans la Beauce et de venir avoir la bonne estimation du contrôle carbone et de la conservation carbone. Et donc au niveau local, une appréciation scientifique de l'impact est fondamentale. La stratégie, elle est scientifique, évidemment, et la vraie révolution aussi pour les directions stratégiques, c'est qu'ils doivent raisonner leur stratégie pas uniquement sur leur marché et sur ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, qui intéresse toujours beaucoup de monde, mais sur des facteurs exogènes qui sont liés à ces fameux rapports IPCC que vous connaissez bien. Et donc, la science, c'est aussi des sciences sociales, c'est aussi le progrès de la technologie sur la capture du carbone, c'est aussi le progrès de nos démocraties dans certaines zones du monde, et c'est ces fameux scénarios positifs ou plus pessimistes qu'il faut appréhender et qui vient aussi changer la façon dont les grandes entreprises planifient leur stratégie. Et donc notre fameux directeur de la stratégie n'est pas protégé de ce choc scientifique. Une quatrième conviction sur la partie science, c'est la lecture du risque. Alors, vous me voyez avec ma casquette d'assureur, même si chez AXA Climate, on fait tout sauf de l'assurance, on en fait une partie, mais pas que ça. Notre job, c'est aussi d'expliquer en local ce qui va se passer en termes de risque climatique et pourquoi la lecture de la science est très importante. Parce que si vous lisez le rapport IPCC ou GIEC et que vous êtes patron d'une usine en Asie du Sud-Est, vous pouvez vous dire là, la mer va augmenter, le niveau de la mer va augmenter de tant de centimètres à horizon 2050. La réalité, c'est que les moyennes ne veulent rien dire et qu'il faut rentrer dans la compréhension du phénomène de la montée des eaux pour bien comprendre qu'il y a un écart de 30% entre la sévérité d'une montée des eaux en Asie du Sud-Est et sur la côte est américaine. Et c'est lié à quoi? C'est lié au facteur de la montée des eaux que vous connaissez, qui n'est pas la fonte de glacier. Le premier facteur, c'est la température des eaux, qui dilate les molécules d'eau, et donc l'eau prend plus de place et l'eau monte. Et ce n'est pas la température à la surface, mais c'est la science qui nous dit que c'est la surface, c'est la température des courants 700 mètres en dessous de la mer qui explique la sévérité de la montée des eaux. Et donc en effet, il faut s'intéresser aux courants, et ce sont finalement les analyses de courants qui nous permettent d'apprécier une bonne lecture du risque et de pouvoir dire à ce fameux patron industriel d'une usine en Asie du Sud-Est qui va être soumis à une augmentation des eaux importante. Et puis le dernier point sous forme de boutade, c'est que la science est aussi un business. Alors je ne suis pas là avec mes gros sabots pour vous expliquer ce que fait AXA Climate, mais plutôt pour défendre la cause. On doit tous réagir par rapport à ce sujet de formation et ce sujet de science. Et c'est pour ça que chez Climate, on s'est lancé de manière valeureuse
dans l'organisation qu'est la nôtre. On est une petite centaine de collaborateurs, avec cette idée que la priorité dans les boîtes, ce n'était pas en effet d'acheter de l'assurance, ce n'était pas de faire plein de choses qu'on avait ou qu'on fantasmait en tête par rapport aux besoins de nos clients, mais c'est simplement de nourrir, avec un maximum de volume, les formations au développement durable à tous les niveaux de l'entreprise en marque blanche. Et c'est pour ça que cette aventure, qui est la Climate School qu'on a lancée il y a un an, nous permet, au service de l'ACO, chez AXA Climate, de pouvoir accompagner 50, il y a 30, mais en fait, on a un mauvais marketeur qui a fait la slide, on est à 50 grandes entreprises dans le monde, et surtout de toucher un maximum de gens pour que cette réalité scientifique soit bien comprise partout dans l'entreprise, à la fois au niveau local pour réussir l'adaptation, et au niveau stratégique pour réussir à prendre la bonne direction. Et une dernière slide, c'est toujours une belle citation. Je suis allé prendre un peintre italien fameux pour vous dire quoi? C'est que finalement, en méta, la science, c'est une affaire de regard sur le vivant et le réel. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette science dont je vous parle, elle subit sa propre révolution copernicienne. Elle était très mécaniste, très linéaire, très cartésienne. Longtemps, notre esprit occidental a mis dans des tiroirs la biodiversité, les oiseaux, les espèces exactement. Et la vraie grande révolution, pour la science elle-même, c'est de devenir systémique. C'est de faire des liens entre tous ces silos que je vous ai décrits et d'avoir une vision du réel qui est une vision assez simple, quasiment enfantine, que tout est lié. Qu'entre l'arbre, le pesticide, le phytoplancton, tout finalement dans la nature parle en résonance et qu'on n'est pas là pour faire du tout carbone, on est là pour respecter le vivant dans ce qu'il a d'intégral. Et n'oublions jamais, évidemment j'arrête. Jamais. 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 Et tu connais le chiffre. La part des phytoplanctons, la part du CO2 qui est captée par les océans et les phytoplanctons. Je vais y aller, là. J'ai un train. 25%. Bravo. Et c'est un lien très simple pour expliquer le lien entre biodiversité et climat. S'il n'y avait pas ces fameux petits animaux microscopiques dans nos océans, eh bien on aurait un problème d'autant plus important en termes de réchauffement climatique. Merci beaucoup et bonne journée.